Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, record historique des températures et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça continuera de grimper demain. L'alerte canicule est étendue à 47 départements avec des conséquences en cascade sur la circulation notamment des trains. On fait le point dans ce journal. Tous doivent désormais attendre le référendum. Alexis Tsipras maintient le vote populaire ce dimanche en militant pour le non. Le Premier ministre grec affirme qu'il ne s'agit pas de sortir de la zone euro et des dissensions apparaissent dans le couple franco-allemand. Paris souhaite encore un accord avant le référendum. Non, répond la chancelière Merkel. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi. Et la Grèce devient aussi le théâtre d'un affrontement droite-gauche en France. Dans une interview accordée au Monde ce soir, Nicolas Sarkozy critique l'analyse du président Hollande sur la crise grecque. Et le patron des Républicains affirme que la Grèce, de fait, ne fait plus partie de la zone euro. Réplique cinglante de Manuel Valls, les extraits de cette passe d'armes à suivre. 6 mois après l'annonce d'un rapprochement historique, les États-Unis et Cuba rétablissent leurs relations diplomatiques suspendues depuis plus de 50 ans. Reste l'épineuse question de l'embargo américain, toujours en vigueur. Barack Obama appelle le Congrès à le lever. Les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. À chaque jour, ces déclarations et ces prises de parole. La plus attendue aujourd'hui était celle d'Alexis Tsipras qui maintient donc le référendum et appelle à voter non. Tous les regards sont désormais tournés vers ce vote dimanche. Les détails avec Mounir Soussi. Alexis Tsipras joue la carte du peuple face aux institutions européennes. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui que son référendum était maintenu. Selon lui, c'est le seul moyen de pression efficace pour négocier et obtenir des concessions de l'UE. Le non n'est pas simplement un slogan. Le non est une étape décisive pour un meilleur accord que nous espérons signer directement après les résultats de dimanche. Jusqu'à cette date, les discussions sont suspendues avec les partenaires de la zone euro qui souhaitent attendre le résultat du référendum. La journée a laissé apparaître une faille dans le couple franco-allemand. François Hollande appelant à trouver un accord dans les plus brefs délais, quand Angela Merkel préférait attendre le verdict des urnes. La Grèce, qui n'a pas remboursé 1,5 milliard d'euros au FMI, est actuellement en défaut de paiement. La nouvelle n'a pas fait trembler les marchés financiers. Quoi qu'il se passe en Grèce, je suis convaincu que la zone euro va pouvoir y résister. Aujourd'hui, le gouvernement grec a rouvert les banques uniquement aux retraités, autorisés à retirer seulement 120 € par personne. Dans l'actualité aujourd'hui, 2 instances se prononcent pour un accès élargi à la PMA. Le défenseur des droits et le Haut Conseil à l'égalité sont pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et également aux célibataires. Toutefois, le gouvernement ne devrait pas se saisir du sujet avant les conclusions du Comité national d'éthique qui sont attendues fin 2015. Promise par François Hollande pendant sa campagne, puis enterrée après la grogne autour du mariage pour tous, la question de la PMA revient. Ce matin, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes a rendu public son rapport et publié un avis favorable à la légalisation, pour toutes, de la PMA. Il faut regarder la société française telle qu'elle est. Le modèle, un père, une mère, 2 enfants, ça n'est plus du tout le modèle majoritaire en France. Nous avons une réalité des familles, des recompositions des familles, des couples homosexuels qui ont des enfants par adoption. C'est ça la réalité. Le Conseil émet 3 recommandations. Ouvrir à toutes les femmes la PMA, la prise en charge financière et la déclaration commune anticipée de filiation. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'est aussi exprimé pour une modification radicale de la loi. Il prône le remplacement de la condition d'infertilité par la notion de projet parental. L'étendre aux femmes seules ou aux femmes qui vivent en couple avec une autre femme n'est pas scandaleux en soi. Maintenant, il faut qu'il y ait un débat. Il faut peut-être que la société française évolue un petit peu pour accepter quelque chose qui se pratique ailleurs et qui de toute façon va arriver assez vite en France, je pense. En Europe, la France est le seul pays à avoir légalisé le mariage des homosexuels sans leur ouvrir le droit à la PMA.
Allocation familiale, code de la route, prix du gaz, c'est un rituel. Chaque année, de nombreuses réformes entrent en application au 1er juillet. Tour d'horizon de ces petites révolutions, mais qui ont un impact sur notre vie quotidienne avec Aurélien Romano. Peut-être avez-vous reçu ce SMS ce matin ou peut-être un autre si vos allocations familiales vont baisser. Aujourd'hui, entre en vigueur la modulation de cette prestation en fonction du revenu. Une famille de 2 enfants qui gagne plus de 5 600 € net par mois verra ses allocations divisées par 2. Après un autre seuil de 7 500 € mensuels, les allocations sont divisées par 4. Nous maintenons l'universalité des allocations familiales. Toutes les familles vont continuer à percevoir des allocations familiales. Mais la justice, monsieur le député, la justice, c'est que les familles qui ont moins reçoivent plus. Et à partir d'aujourd'hui, nous mettons en place une réforme de justice, de modulation des allocations familiales. Les allocations ne seront plus uniformes, mais resteront touchées par tous. Les femmes seules, les plus pauvres, verront leurs allocations augmenter. Mais la mesure est surtout destinée à dégager 800 millions d'euros d'économies dès 2016. Environ un foyer sur 10 est concerné par cette baisse des allocations familiales. Cela correspond à 500 000 familles. La perte est en moyenne de 127 € par mois pour les ménages concernés. Cela peut aller jusqu'à une perte de 4 000 € annuels pour une famille qui en gagne 9 000 par mois. Pour les ménages les plus aisés, cette diminution fait suite à la baisse du quotient familial depuis 2012. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi consacré à la situation qui ne cesse d'évoluer sur la crise grecque. Tsipras, Merkel, Hollande, quelle stratégie et également les divergences dans le couple franco-allemand. On en parle après le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Nathalie Guilloire. « 47 départements sont désormais en alerte orange. Conséquence de ce coup de chaud, le trafic SNCF a été perturbé, notamment entre la gare Saint-Lazare et la banlieue ouest, des pannes d'alimentation électrique liées aux températures élevées. Et la vague de chaleur qui frappe la France pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, Marisol Touraine tenait un discours préventif. Des plans bleus se mettent en place dans les maisons de retraite, mais je veux insister, il faut être attentif, il faut être vigilant. À Lyon, aujourd'hui, le sommet mondial climat et territoire s'est ouvert. Ici, élus et responsables de 400 collectivités souhaitent faire entendre leur voix dans la négociation en vue d'un accord mondial sur le climat. François Hollande s'y est rendu afin de mobiliser la société civile sur le sujet. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter contre les inégalités à l'échelle du monde. C'est lutter contre aussi une dévalorisation de l'humanité. C'est exiger que nous portions nos valeurs là où elles nous rendent encore plus responsables. Nicolas Hulot, conseiller spécial du président de la République, alerte également sur la situation de la planète. Aujourd'hui, la maison brûle et nous avons tendance à continuer à alimenter le feu. Et là, il serait temps, et Paris est l'occasion, de commencer effectivement à soustraire les éléments qui alimentent ce feu, et notamment ces fameuses subventions aux énergies fossiles. L'annonce est symbolique 6 mois après la déclaration d'un rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Barack Obama annonce aujourd'hui la réouverture d'ambassades à La Havane et à Washington à partir du 20 juillet. Il y a plus de 54 ans, au sommet de la guerre froide, les États-Unis ont fermé leur ambassade à La Havane. Aujourd'hui, je peux annoncer que les États-Unis ont formellement accepté de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba et de rouvrir les ambassades dans nos pays respectifs. Il était lassé de voir les politiques tenter de résoudre la dette grecque. Ce jeune Anglais, un vendeur de chaussures, a lancé une opération de financement participatif. Une opération qui a déjà permis de recueillir plus d'1 million d'euros. Voir les hommes politiques tourner en rond et s'exténuer à trouver une solution pour la Grèce, je me suis dit, je pense qu'il faut juste se lancer là-dedans et résoudre ce problème. Il espère ainsi atteindre les 1,5 milliard d'euros nécessaires à la Grèce pour payer sa dette. Le
Le club d'éditorialistes du mercredi, c'est l'analyse et le débat sur les sujets qui rythment l'actualité, le tout avec des éditorialistes et des spécialistes, des thèmes abordés bien sûr. Et nous allons consacrer une grande partie de cette émission aux journées les plus longues qui s'annoncent en Grèce et en Europe avant le référendum dimanche. Alexis Tsipras maintient ce vote, milite pour le non. Angela Merkel ne change pas d'opposition. François Hollande se retrouve un peu isolé, affirmant qu'il faut un accord imminent et le sujet devient l'objet d'affrontements politique avec ce soir la charge de Nicolas Sarkozy dans Le Monde. On évoque tous ces aspects avec nos invités ce soir. Muriel Motte, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste économique à L'Opinion. Nous accompagne également Yves Bertoncini. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Notre Europe, Jacques Delors. Avec nous également Yvan Rioufol, bienvenue. Bonsoir. Essayiste, éditorialiste au Figaro. Et nous accompagne également Guillaume Duval, bonsoir. Rédacteur en chef d'Alternative économique. Et comme tous les mercredis, cette riche, intense actualité est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia, ravi de vous retrouver. Merci de nous accompagner. Alors messieurs, madame, à chaque jour, ces prises de parole, ces déclarations et son rebondissement, pas un jour ne passe sans un événement inattendu concernant la Grèce. Et c'est la déclaration du Premier ministre grec qui concentre toutes les attentions. Oui, le référendum est maintenu. Non, c'est la réponse à y apporter. Muriel Motte, est-ce que toutes les cartes d'Alexis Tsipras sont désormais sur la table ? Écoutez, en tout cas, il va jusqu'au bout. On a cru à un moment qu'il allait renoncer à ce référendum, parce qu'on a cru dans la journée, mais il y a eu beaucoup de rebondissements aujourd'hui, qu'il allait signer avec quelques concessions, puis finalement, il va jusqu'au bout. Donc, il emmène son peuple avec lui. Il recommande le non, ce que tout le monde va lire comme un non à l'Europe. Donc, si c'est un non, si c'est un oui, il est obligé de partir parce que il recommande le non. Donc, c'est reparti pour un tour en Grèce. Qu'est-ce qui se passe, avec qui il faut négocier. Et si c'est le non, il y a le risque quand même que l'Europe commence à se lasser, que les Grecs eux-mêmes se réveillent lundi matin avec une situation qui n'est pas rêvée du tout. Les banques vont réouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, c'est effectivement, il va jusqu'au bout, au risque de se fracasser lui-même. C'est votre analyse, votre avis, Yves Bertoncini, pour cette déclaration aujourd'hui sur un enjeu aussi important? Est-ce que vous avez trouvé clair les prises de position, qu'on soit d'accord ou pas avec Alexis Tsipras? Alors clair, ça serait quand même un peu excessif. Depuis 5 mois, ça varie beaucoup, de part et d'autre, du reste. Non, mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il est dans une logique de guerre froide, de stratégie de dissuasion du faible au fort. Depuis le début, la logique de guerre froide est aussi un peu liée à sa formation marxiste, je dirais. Et ces 2 premiers actes, c'était d'aller voir l'ambassadeur de Russie, enfin de recevoir l'ambassadeur de Russie au lendemain de son élection et d'aller se recueillir devant le monument aux morts des victimes du nazisme. Et ça nous ramène à la guerre froide. Dans la guerre froide, les pays faibles, dont la France faisait partie, vis-à-vis des grands pays, pratiquaient la dissuasion du faible au fort. C'est-à-dire qu'il leur indiquait que s'ils venaient, eux, à être réduits en cendres, l'effort en subirait des dommages également non négligeables. Et c'est un peu la stratégie d'Alexis Tsipras, globalement. Il fait tout cela dans un contexte qui le sert, parce que la Grèce est un pays qui a beaucoup souffert, où la population est totalement exaspérée, et où il faut arriver à construire une rupture dans la continuité, une rupture avec ce qui a été fait précédemment. Je crois qu'il se trompe un tout petit peu de combat quand il veut seulement rompre avec l'Europe FMI des 4 dernières années. Bien sûr qu'il faut passer à autre chose. Il faudrait qu'il se concentre un tout petit peu plus sur la nécessité de rompre avec la Grèce des 40 dernières années. La Grèce des 40 dernières années, c'est une Grèce marquée par la corruption, le népotisme, la fraude fiscale. Il y en a un peu partout en Europe, mais là, il y en a quand même beaucoup. Il n'en est pas responsable, Alexis Tsipras. Et justement, il aurait pu dire, écoutez, moi, cette Grèce-là, je veux rompre avec elle et vous allez m'aider à le faire. Mais il a choisi une logique de confrontation. Et donc, dans la dernière ligne droite, on entend beaucoup plus la logique de confrontation que cette logique qui serait plus coopérative. Vous n'êtes pas d'accord, Guillaume Duval? Il a promis ce changement majeur, ce coup de pied dans la fourmilière? Le plus absurde dans la situation, c'est qu'effectivement, Tsipras et Syriza est une chance extraordinaire à la fois pour la Grèce et pour l'Europe. C'est la première force politique qui peut vraiment rompre avec une tradition de vénalité, de corruption, qui était celle des 2 partis qui ont alterné au pouvoir depuis 40 ans. Et d'ailleurs, c'est l'offre qu'il a fait dès le départ aux Européens. Pourquoi croyez-vous qu'il sera le chevalier blanc de ce pays?
Parce qu'il n'a pas du tout cette tradition derrière lui de corruption, de vénalité, en ayant accédé au poste. Oui, il le deviendra peut-être, surtout si on continue à agir de la sorte. Il trouvera sans doute préférable, puisque les Européens aiment tellement M. Samaras ou le PASOK, ils trouvent ça tellement bien qu'ils veulent absolument les retrouver au pouvoir tout de suite. Ils en déduiront peut-être qu'effectivement, il vaut mieux être corrompu et s'en mettre plein les poches. Mais dans l'immédiat, contrairement à ce que vient de dire Yves, ils ont continué à faire des propositions pour essayer de sortir de l'impasse. Donc, on a évoqué des événements qui sont produits aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que Tsipras a dit qu'il pourrait éventuellement annuler ce référendum et signer l'accord qui était prévu, à condition qu'il y ait quelques modifications limitées à cet accord et à condition que les Européens acceptent de rentrer tout de suite dans la négociation sur la suite des opérations, c'est-à-dire un troisième plan d'aide qui est de toute façon indispensable. Donc pour vous, il a fait tous les efforts nécessaires. Il a fait tous les efforts nécessaires. S'il a été amené à dire que finalement il maintenait ce référendum et qu'il appelait à voter non, c'est que ces efforts ont été refusés, en particulier par le gouvernement allemand, bien que François Hollande ait voulu aller dans ce sens-là, mais il l'a voulu comme d'habitude très peu et pas très longtemps. On poursuit notre tour de table. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord, Yvan Rioufol. Juste petit détour par la première caricature d'Hervé Baudry ce soir. Oui, c'est d'actualité. d'Hélios à l'euro. Et c'est vrai que pour l'instant, il fait très chaud pour eux, malheureusement. C'est un dossier brûlant ce soir, Yvan Rioufol. Oui, il a à l'évidence réussi, pour certains en tout cas, à se victimiser. Et c'est vrai que cette dialectique qui a été rappelée, qui est assez juste, cette dialectique marxiste sur le dominant-dominé, l'a fait passer pour la victime et l'Union européenne et la zone euro pour son bourreau. Et d'ailleurs, c'était un petit peu ce que Jean-Luc Mélenchon a dit de l'Union européenne, disant d'elle qu'elle était cruelle vis-à-vis de la Grèce. En effet, la Grèce est un petit pays, mais il y a d'autres petits pays qui regardent la Grèce, qui ont fait les mêmes efforts, qui ont fait les efforts demandés à la Grèce que la Grèce refuse, et qui, eux, se sortent aujourd'hui de ce marasme économique. Et donc, la Grèce se présente comme étant le plus faible, vis-à-vis d'autres pays qui également sont les plus faibles de l'Europe et qui ne comprennent pas pourquoi il y aurait ce deux poids, deux mesures. Donc moi je suis de ceux qui pensent que ce référendum était vraiment une très bonne décision, en effet, de vouloir faire trancher une question par le peuple. Je crois qu'il n'y a rien de plus démocratique que cela. Mais Tsipras apparaît vraiment comme étant un bonimenteur, en l'occurrence une sorte de menteur tout court, même pas bonimenteur, puisque c'est un petit peu face je gagne, pile tu perds. C'est-à-dire qu'il pose une question qui est d'abord mal formulé, parce que la vraie question serait voulez-vous, oui ou non, rester dans l'Union européenne ou dans la zone euro? Or là, c'est voulez-vous, oui ou non, accepter le plan des créanciers. Donc si vous répondez oui, vous restez dans la zone euro. Si vous répondez non, vous restez aussi dans la zone euro, d'après son principe, d'après son explication. Donc il y a quelque chose qui cloche. Si vous répondez non, vous sortez de la zone euro. Est-ce que c'est ce qu'il pense si vous répondez non, on reste quand même dans la zone euro, c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Je suis quand même assez impressionné que Benoît Cœuré, qui représente la BCE, a dit texto dans une interview, il n'est plus exclu que la Grèce sorte de l'euro. Alors qu'au départ, c'était quelque chose d'impensable parce que les traités ne le prévoient pas. Sauf que de facto, si la Grèce, les banques grecques actuellement vivent avec une aide d'urgence de la BCE, qui, comme son nom l'indique, n'a pas vocation à être éternelle, si elle suspend, elle interrompt son aide la semaine prochaine, que les Grecs n'ont plus ce recours à cette aide, c'est de facto, ils pourront dire nous appartenons à l'euro, mais s'ils ne peuvent pas, si les banques grecques n'ont pas accès à l'euro, mais de facto, c'est plus vraiment leur monnaie. Ce qu'a dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans Le Monde ce soir. De fait, vous êtes d'accord avec ça? De fait, la Grèce n'est plus... Pour le moment, elle y est encore, parce que la BCE l'aide, tant que tous les contacts ne sont pas rompus. Et puis, une sortie officielle, c'est encore autre chose, si vous voulez. Mais quand même, j'ai été très impressionnée que la BCE elle-même dise que ce n'était plus quelque chose qu'on pouvait exclure totalement. Je crois que où M. Tsipras pourrait perdre son pari, et je dirais malheureusement, c'est que s'il pense que sa stratégie de dissuasion du faible au fort effraie ceux qui redouteraient une sortie de la Grèce de la zone euro, il se leurre. Et je dis bien, malheureusement, il se leurre. Parce que si on chausse aujourd'hui des lunettes comptables et monétaires, on peut dire, et on entend dire, non mais après tout, la zone euro s'en remettra, elle est beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans, l'essentiel de son architecture a été renforcé, et d'ailleurs, on la renforcera même encore un tout petit peu plus. Et je crois que c'est dramatique d'ailleurs parce que c'est pas tellement ça le sujet. Oui, peut-être que la zone euro s'en remettrait, mais c'est pas ça qui est en jeu. Là, ce qui est en jeu, c'est que si la Grèce était amenée à sortir de la zone euro, alors même que les Grecs ne le souhaitent pas, alors que même que la population grecque ne le souhaite pas,
ça serait une forme de déni de démocratie d'une certaine manière. La Grèce transformerait sa tragédie actuelle en drame national. Mais ce drame national, il aura des conséquences pour toute l'Europe. On n'est pas dans une affaire d'aléa moral, comme disent les économistes, avec ces Grecs qui ne feraient pas tout à fait les réformes si on continue à les aider sans condition. Non, on est face à des risques géopolitiques. La Grèce, c'est un pays des Balkans. C'est un pays qui est confronté à des menaces dans une région instable. Il y a des infiltrations terroristes possibles en Grèce. Il y a des accointances possibles avec M. Poutine. Le défi majeur des migrants. Il y a des vagues migratoires incontrôlées. Et donc, là aussi, Alexis Tsipras le sait. Il sait que dans certains pays, et notamment, je pense, la France, on considère davantage ces risques géopolitiques et donc on va essayer, je crois qu'après le référendum, on lui donnera encore une chance, encore un peu de temps pour essayer quand même de conclure un accord. Ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un enjeu majeur. C'est que ce n'est pas seulement des questions budgétaires, financières, ça va au-delà, c'est politique, géopolitique et même quelque part identitaire, parce que c'est l'Europe. Et pourtant, Yvan Rioufol, est-ce que vous êtes d'accord tous qu'il n'y a pas quelqu'un qui explique, qui a une véritable pédagogie sur le sujet, qui nous dit voilà ce qui peut se passer dimanche. Un dirigeant européen, puisque vous êtes président de l'Institut Jacques Delors. Oui, directeur, déjà. Directeur, voilà, ça va venir si je l'ai dit. On peut vous l'espérer. Mais Jacques Delors qui aura, je crois, 90 ans là au mois de juillet. Où sont ces dirigeants? Oui, la vision. Moi, ce qui me frappe, c'est que Tsipras n'applique pas ce qu'il reproche à ses opposants, c'est-à-dire qu'il n'applique pas le discours de vérité qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui, dans le fond, qui représente ce que pourrait être un mouvement populiste. Est-ce que les autres le font, Yvan Rioufol ? Un mouvement populiste, c'est-à-dire un mouvement raisonnable qui s'adresse au bon sens du peuple. Or, lui-même brouille les cartes, si je puis dire, et ne dit pas précisément quels sont les enjeux. Et donc, c'est pour cela qu'il est en train de tuer ce beau mouvement qu'il avait lancé. En effet, moi, j'étais de ceux qui pensaient que, en effet, le peuple grec était légitime à critiquer une partie de l'organisation de l'Union européenne, cette Union européenne technocratique qui ignore les peuples, etc. Et il était bon qu'un petit peuple le dise, mais en effet, il est en train de casser cette belle mécanique en reprenant les travers idéologiques, dans le fond, parce qu'en fait, ce qui pêche chez lui, c'est ce manque de réalisme, cet irénisme, cette idéologie qui l'aveugle et qui voudrait faire croire qu'aujourd'hui, 2 et 2 font 1. Non, 2 et 2 font 4 et c'est l'Union européenne qui va le lui rappeler malheureusement. Et ce que je lui reprocherais, si vraiment les Grecs votent non, j'espère qu'ils vont voter oui, que si les Grecs votent non, ce que je lui reprocherais, c'est d'avoir une sorte d'abus de confiance de la part de ces électeurs qui leur ont fait confiance une première fois, pensant que le Tsipras allait pouvoir en effet sortir la Grèce sans faire les économies nécessaires, ce qui est une aberration. Il faut arrêter de penser qu'un pays puisse dépenser plus qu'il n'a. Et c'est plutôt enfoncé d'ailleurs, la Grèce. Et qui s'est enfoncé alors qu'il n'était pas si loin de la reprise. Ouais. Et qu'aujourd'hui, si vraiment la Grèce répond non, eh bien en effet, elle sortira de l'Union européenne. Ça irrite Guillaume Duval. Ça irrite tout le monde, mais ça m'irrite aussi. Mais il faut quand même, un jour ou l'autre, il faut quand même bien dire les choses telles qu'elles sont. Or, Tsipras ne le dit pas. C'est pas les choses telles qu'elles sont du tout. Ah bah, ce qui se passe, c'est qu'on demande à la Grèce, les Européens demandent à la Grèce 2 choses parfaitement contradictoires. Ils lui demandent d'une part de continuer un ajustement en abaissant ses salaires, en abaissant ses revenus, en abaissant ses retraites, etc., parce que les coûts grecs seraient trop élevés et ils ne seraient pas compétitifs. Et dans le même temps, on continue à leur demander de rembourser toute la dette, une dette qui augmente parce qu'on les place en récession en faisant ça. Et c'est 2 choses qui sont parfaitement contradictoires. Alors, Alternative économique le dit, mais il n'y a pas qu'Alternative économique. M. Krugman le dit, M. Stiglitz le dit, M. Artus, qui est un économiste, M. Piketty le dit, tous les économistes le disent. Ils ont raison, La politique qui est appliquée, qui veut être appliquée par la Troïka ou l'ex-Troïka, n'a aucun sens sur le plan économique. Je crois qu'il y a un consensus très large pour dire ça. Les gens qui font de la politique et de l'idéologie dans cette affaire, c'est pas du tout Tsipras, c'est pas du tout Varoufakis. J'invite tous les auditeurs, à aller voir sur le site de Varoufakis ses prises de position, ses discours, etc. Les gens qui font de l'idéologie et de la politique pure qui a déjà mené la Grèce et l'Europe dans le mur et qui continuera à mener la Grèce dans le mur si on leur donne raison, c'est l'ex-Troïka, c'est la BCE, c'est le FMI, c'est la Commission européenne. Non, c'est pas les gentils et les méchants, c'est un constat. On est dans une situation, l'Europe, la zone euro est à la remorque de toute l'économie mondiale. Le chômage de masse recule à peine en Europe alors qu'il est revenu au niveau d'avant-crise aux États-Unis. Et c'est de la faute à qui, ça? C'est de la faute aux Grecs? Oui, en partie de la faute aux Grecs, naturellement, mais en partie aussi en partie de la faute de la zone euro et des pays européens qui vont laisser la Grèce s'endetter. Je pourrais vous suivre sur ce terrain-là et je pourrais vous suivre en pensant effectivement qu'une partie de la dette pourrait être annulée. Simplement,
Et techniquement, peut-être, je ne suis pas économiste, et j'entends le Dominique Strauss-Kahn qui reformule cette proposition qu'il avait faite d'ailleurs il y a longtemps. Simplement, mettez-vous à la place de tous ces pays, de tous ces petits pays, mettez-vous à la place de l'Italie, mettez-vous à la place de l'Espagne, mettez-vous à la place du Portugal, mettez-vous à la place de la Grèce, de l'Irlande, mettez-vous à la place de tous les pays. Faire défaut, on va perdre beaucoup plus d'argent. Non, mais si vous commencez à dire il est possible de s'asseoir sur la Grèce, sur la dette. Mais non. On s'assoit sur la Grèce quand on s'assoit sur la dette, peut-être. Tous les pays s'asserront sur sa dette. Et la France, regardez, c'est juste cette caricature. Elle est très actuelle d'Hervé Baudry. Qui souffre. Voilà. La canicule, on se déshabille, mais la crise, on est à poil sur la canicule, mais en Grèce, ils sont à poil depuis pas mal d'années déjà, les pauvres. Yves Bertoncini et Myriam Lotte, est-ce que c'est comme ça, noir et blanc? Est-ce qu'il y a d'un côté, comme on nous le présente souvent, et c'est parfois une pensée dominante, donc il faut soit la déconstruire, soit y adhérer si c'est vrai. D'un côté, il y a les irresponsables, ce seraient les Grecs, et de l'autre, ceux qui ont, j'allais dire, le raisonnement pour eux et qui savent ce qui est bon pour les Grecs. C'est comme ça? Non, mais les responsabilités sont partagées. Mais oui. Et on ne va pas se battre pour savoir si c'est 50-50, 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart. Il suffit de dire, contrairement à ce qu'a par exemple dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui, que les responsabilités sont partagées. Ça suffit. Il suffit de dire ensuite que si cette crise ne se règle pas par le haut, nous en subirons tous des dommages. Tous. Les Grecs, bien sûr, dans un premier temps, mais également nous tous, comme Européens. Nous tous. Et donc, il suffit de prendre un peu de hauteur. Un peu de hauteur, parce que c'est vrai que s'il y a Marx au Parthénon et le FMI à Bruxelles, on ne va pas s'entendre. Mais il y a au-dessus de ces gens-là, des gens qui s'appellent des chefs d'État et de gouvernement, c'est les dieux de l'Olympe, il faut qu'ils descendent de leur Olympe et il faut qu'ils mettent la main dans cette négociation et qu'ils la concluent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Il faut juste que M. Tsipras aussi se hisse à la hauteur des autres, ou que les autres se mettent à sa hauteur. On ne va pas non plus polémiquer avec ça, mais qu'ils aient une vraie discussion géopolitique. Et je suis d'accord sur la dette. Je suis d'accord sur la dette parce que précisément, si on veut être sur la ligne consistant à dire qu'il faut rompre avec la Grèce des 40 dernières années, cette dette, elle est en grande partie liée à la mauvaise gestion des Grecs pendant 40 ans. Elle a pu être aggravée dans la gestion de crise, et donc évidemment qu'il y a une responsabilité européenne et internationale dans la gestion de la crise grecque. Le FMI l'a d'ailleurs reconnu. Et donc, il va falloir parler de cette dette. Il va falloir s'engager à dire comment va-t-on faire pour peut-être abaisser le poids de la dette grecque. Il va falloir le faire dans un cadre européen, parce que là aussi, je donne raison à Yvan Rioufol, il y a d'autres peuples européens qui regardent. Je crois que l'illusion de M. Tsipras, c'est de penser que parce que la Grèce a inventé la démocratie grecque serait au-dessus des autres. Eh bien non, il y a 19 démocraties dans la zone euro, et il y a effectivement au Portugal, en Espagne, dans d'autres pays, des gens qui ont fait des efforts, en Slovaquie, des gens qui ont fait des efforts pour aider la Grèce, qui vont continuer à le faire. Il faut juste qu'ils aient l'impression que cette aide, y compris si elle va vers une réduction de la dette, y compris si elle va, et c'est ça le plus nécessaire pour donner une perspective au peuple grec, vers des plans d'investissement massifs. La Grèce a besoin de la Banque mondiale, elle n'a pas besoin du FMI. Oui. Eh bien, cette aide n'est pas déversée dans un tonneau des Danaïdes sans fond ni forme. Mais c'est prévu, ces plans d'investissement. Je pense que l'Europe est prête tout à fait à négocier. C'est prévu aussi que la dette soit réaménagée, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont jamais rembourser intégralement la dette dans ces conditions-là. Mais il faut quand même que la Grèce n'ait pas envie de renverser la table et de ne faire pas plus d'efforts qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle a fait le plus d'efforts en Europe jusqu'à présent. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est elle qui a fait l'ajustement budgétaire le plus important depuis 2010. Mais son administration fiscale est encore mal organisée. Les riches ne sont pas assez taxés, enfin à la limite. Mais les riches, l'Église, il y a encore des paradis. Bien sûr. Enfin, les retraites sont considérablement plus élevées que dans les pays de l'Est. Considérablement. Considérablement, 2 fois plus élevées. De 400, là c'est 800 € en Grèce et 400 € en Slovénie. C'est 2 fois plus élevé. Non, donc il y a quand même aussi des gouvernance en Europe, c'est vrai qu'il y a des éléments tangibles. Un élément très important, gouvernance, on va en parler. Un coup d'œil, c'est la caricature sur les ruines. C'est le patrimoine existant grec. Donc on a les ruines qu'on connaît tous, et maintenant les distributeurs de billets, puisque en fait ça va devenir aussi malheureusement pour l'instant. Alors il y a une femme dont on parle et tous les regards sont également tournés vers elle, c'est la chancelière Angela Merkel, considérée par certains comme la mère fouettard de l'Europe et par d'autres comme la colonne vertébrale d'une Europe qui tient justement grâce à sa fermeté. On va analyser la position de la chancelière, on en parle juste après, c'est un sujet de Jérôme Rabier. Un bon Européen n'est pas celui qui recherche le compromis à tout prix.
Angela Merkel n'a pas attendu l'allocution d'Alexis Tsipras pour siffler la fin de la récréation et imposer sa vision. Le Premier ministre grec veut un référendum, il l'aura, et l'Allemagne n'a rien à craindre selon la chancelière. Nous pouvons l'attendre calmement car l'Europe est forte, bien plus forte qu'il y a 5 ans, quand la crise européenne de la dette a commencé en Grèce. Pas question de reprendre les discussions avant ce référendum, a averti la chancelière, suivie par l'ensemble de l'Eurogroupe qui a annulé la réunion prévue cet après-midi. Alors que François Hollande réclamait un accord au plus vite, c'est bien l'Allemagne qui donne le là. Tout cela ne constitue pas une base pour discuter de mesures sérieuses. C'est pourquoi la Grèce doit d'abord clarifier ses positions sur ce qu'elle veut vraiment. Et ensuite, nous devrons en parler, dans un contexte qui s'est nettement dégradé. Un contexte dégradé qui met la Grèce au pied du mur. Mais si Angela Merkel est ferme, elle sait aussi que l'Allemagne est le premier créancier de la Grèce avec plus de 56 milliards d'euros prêtés. Dans le pire des scénarios de faillite grecque, c'est aussi elle qui devrait s'expliquer sur l'argent engagé. Voilà, et c'est très important ce que vient de dire notre journaliste Jérôme Rabien. Angela Merkel qui vient de fêter le 70e anniversaire de sa formation politique. Elle a salué d'ailleurs ses prédécesseurs, Adenauer et Kohl, pour leur action en faveur de l'Europe. Yves Bertoncini, au regard de l'histoire, c'est une énorme pression, on imagine également pour elle. Elle ne veut pas entrer dans les livres d'histoire comme la chancelière sous laquelle la zone euro se serait délitée. Oui, et en effet, je crois que c'est pour ça que la zone euro, in fine, ne se délitera pas, en partie grâce à l'intervention ultime d'Angela Merkel. Ça lui coûtera quelque chose vis-à-vis de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Ça lui coûtera quelque chose aussi. Expliquez juste que lui est beaucoup plus intransigeant et donc plus populaire Il faut dire qu'il a fréquenté M. Varoufakis de manière durable, donc je crois que c'est assez urticant. Mais au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas se réfugier derrière l'Allemagne, parce que comme ça a été dit, il y a d'autres peuples en Europe dont la voix compte et qui soit sont très rigoristes, comme les Allemands. Je veux parler des Finlandais, par exemple, parce que ça, c'est le versant riche, des gens riches, mais rigoristes, avec d'ailleurs pas une poussée de gauche radicale aux dernières élections, plutôt l'inverse, mais aussi des peuples plus pauvres, relativement, la Slovaquie, les pays baltes qui ont idolé la Grèce, et puis, in fine, d'autres peuples qui ont fait beaucoup d'efforts face à la crise et qui, eux aussi, veulent bien continuer cette solidarité, mais pas à n'importe quelle condition. Angela Merkel est l'arbre, enfin le baobab, qui cache la forêt. Ceci dit, c'est elle qui aura les clés du dénouement de cette crise, oui, je crois. C'est banal de le dire, mais gouverner, c'est prévoir. Vous connaissez tous l'expression. Quel est le plan B? Qui a un plan B aujourd'hui? Parce que nous, vous en parlez comme des experts, etc. Personne n'a la solution sur ce plateau. Est-ce que l'un des dirigeants européens, quand même, et ils ont les destins de différents peuples entre leurs mains, quelqu'un a un plan B? Le plan B serait d'annuler la dette totalement et de donner entièrement satisfaction à la Grèce. C'est bien le pari que je cherche. Ça, vous pensez que c'est une capitulation entre guillemets? Ce serait une capitulation en effet. Donc pour moi, c'est inenvisageable. Mais peut-être y aura-t-il en effet une annulation partielle de cette dette. Et en effet, il semblerait que Angela Merkel prenne cette position d'ouverture qui laisserait à présager à ceci. Mais je pense, bon, je ne suis pas expert suffisamment en économie pour me prononcer là-dessus, mais enfin, j'ai déjà dit que psychologiquement, ce n'était pas un bon signal, et ce n'est pas non plus un bon signal pour la France elle-même, car il faut s'interroger aussi sur l'attitude très compréhensive, c'était d'ailleurs le mot qui a été prononcé par François Hollande lui-même vis-à-vis de la Grèce, car il y a une sorte d'équivalence de position qui se retrouve entre la France et la Grèce refusant de faire les mesures d'économie, que la France se refuse également. D'ailleurs, elle est très mal placée pour faire des leçons à la Grèce. Et on a appris le comparatif est un peu osé. Non, le comparatif n'est pas osé. On a appris encore aujourd'hui que le déficit de la France avait augmenté de 51 milliards, qu'il allait atteindre près de 100% du PIB. Donc chaque Français est aujourd'hui endetté sur sa propre tête et celle des enfants qui naissent aujourd'hui à 30 000 euros. Donc on voit bien que la France est exactement dans la même situation que la Grèce, de ne pas vouloir s'engager dans le réalisme d'économie, de remise en question de son État-providence, et qu'il y a une sorte de solidarité tacite qui me fait craindre que François Hollande ne pousse jusqu'à l'extrémité cette course en avant d'Athènes.
Vous partagez, il y aurait un axe... Vers ce qui me semblait être une sorte d'éclatement de cette zone euro. Athènes. Non, quand on parle, je voulais revenir juste sur les histoires de dette. C'est vrai que la Grèce voudrait qu'on annule une partie de sa dette. Mais alors, on parle beaucoup du drame que constituerait pour l'euro la sortie de la Grèce, mais il faut aussi parler de si la Grèce reste dans la zone euro, il n'y a pas de raison que ce qu'elle ait obtenu, les autres ne l'obtiennent pas, effectivement. Et le problème de la dette dans la zone euro est colossal, et y compris pour la France. Donc c'est une chose d'envisager ce que pourrait devenir la zone si elle sortait, mais il faut aussi qu'ensuite l'entente règne. C'est des réactions en cascade. Si elle reste, il y aura aussi des conséquences en cascade. Oui, dans quelles conditions? Donc c'est pour ça que c'est le plan B. Enfin, c'est un dosage subtil. Et effectivement, on a le sentiment que François Hollande, depuis le début, veut jouer les go-between entre l'Allemagne et la Grèce, parce qu'il y a une sorte de mimétisme, enfin une problématique aussi de la dette, d'efforts qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, et de l'Europe qui est très bonne mère avec nous. Regardez juste ce dessin d'Hervé Baudry qui résume la position d'Angela Merkel. Tout à fait. On parlait de bois, moi je ferais plutôt la transition du bois à la pierre, parce qu'Angela Merkel en baobab, moi je la verrais plutôt en colonne malheureusement, pour supporter tout l'édifice. Oui, tout à fait. Guillaume Duval, vous êtes d'accord avec ce dessin ? Pour l'instant, elle n'a pas beaucoup supporté la Grèce, et en tout cas, elle n'a pas beaucoup concouru à sortir de la crise. D'ailleurs, dès avant maintenant, depuis 2010, il a fallu lui tordre le bras à chaque fois pour lui faire accepter des mesures de bon sens, que ce soit le mécanisme européen de solidarité, que ce soit d'accepter l'intervention de la BCE, que ce soit l'union bancaire, etc. À chaque fois, il faut tordre le bras un peu du gouvernement allemand. C'est elle qui dit j'attends le référendum. Il faut tordre le bras du gouvernement allemand pour aboutir à une solution à peu près raisonnable et qui garantit la pérennité de la zone euro. Si aujourd'hui d'ailleurs ce gouvernement allemand et ses alliés peuvent essayer d'écraser Syriza, d'écraser Tsipras, c'est bien d'ailleurs parce qu'on s'est doté de tous ces outils que le gouvernement allemand avait refusé à l'époque, que Mme Merkel avait refusé à l'époque au départ. Mais simplement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'attitude de François Hollande, j'ai une interprétation assez différente. Je pense qu'une partie du drame qui se joue aujourd'hui en France et en Europe vient du fait notamment que la gauche de gouvernement, que ce soit M. Hollande, M. Renzi ou M. Gabriel en Allemagne, ne joue pas son rôle en particulier de médiation dans cette situation par rapport à la droite conservatrice qui défend, comme dans les années 30, une politique déflationniste qui risque d'amener l'Europe dans le mur, et ne joue pas son rôle pour une raison de boutique que je comprends, c'est-à-dire que si Tsipras avait des succès, ça encouragerait Podemos et ça gênerait donc la gauche social-démocrate du gouvernement. Mais en même temps, c'est dramatique parce que si... C'est un raisonnement un peu cynique, mais vous dites que c'est un peu politicien, entre guillemets, mais c'est ce que vous prêtez à la gauche européenne en ce moment. Oui, je crois que c'est l'attitude de la social-démocratie européenne dans son ensemble aujourd'hui, et c'est dramatique parce que les gens qui vont tirer les marrons du feu, c'est pas la social-démocratie si Tsipras est écrasé comme veut le faire aujourd'hui les instances européennes, s'il est chassé du pouvoir, si son parti est écrasé. C'est pas la social-démocratie européenne qui tirera les marrons du feu, c'est les eurosceptiques, c'est l'extrême droite, et d'abord en France. Donc je pense que les gens qui jouent ce jeu-là jouent un jeu extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la démocratie. Yves Bertoncini, vous êtes d'accord? Si la social-démocratie, en tout cas les sociodémocrates comme ils se présentent actuellement, aident Tsipras, c'est aider Syriza, donc aider Podemos, donc un petit peu se tirer une balle dans le pied pour les prochaines élections, pour les socialistes en Europe. Je crois que d'abord, il ne faut pas exclure ce type d'arrière-pensée politicienne, mais l'idée Tsipras-Hollande ou Tsipras-Renzi, même combat, a aussi été combattue parce que l'Italie et la France ne sont pas du tout dans la même situation que la Grèce, tout de même. Deuxièmement, je crois que quand même François Hollande, Matteo Renzi et d'autres ont essayé et essayent encore de peser pour un compromis un peu plus équilibré. Le problème, c'est qu'ils ont... C'est vrai, je suis d'accord. Non, moi je dirais 2 minutes plutôt. Mais en tout cas, ils essayent. Quel est le problème? C'est qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Tu parles de Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel n'a pas gagné les élections en Allemagne. C'est Angela Merkel qui les a gagnées haut la main. Et pour les deux autres qui ont gagné les élections, Matteo Renzi et François Hollande, ils sont dans une situation de faiblesse quand on parle d'union économique et monétaire.
Jean Rouffoll a rappelé qu'aujourd'hui encore, même la France s'est vue accorder un satisfecit modéré sur la façon dont elle essaye de réduire son déficit budgétaire. Je signale que ça ne date pas de François Hollande, ceci. Ça fait 15 ans que la France a des problèmes, qui sont d'abord des problèmes pour elle, avec la difficulté de respecter ces fameux limite des 3%, qui évidemment, je le dis là aussi au passage, n'est pas un dogme, parce que si c'était un dogme, ça ferait longtemps que la France aurait été excommuniée. Ce que je veux dire, c'est que ils sont dans une situation délicate parce qu'ils sont en situation de faiblesse sur ces sujets-là. Quand François Hollande parle de géopolitique, quand il parle d'Afrique, quand il parle de lutte contre le terrorisme islamiste, quand il parle du monde, on l'écoute. Quand il parle, et on l'écoute même à Berlin, quand il parle d'union économique et monétaire, on l'écoute moins. Ah oui, c'est intéressant. Mais on a l'impression, en vous écoutant tous depuis tout à l'heure, que c'est comme en montagne, une cordée, où finalement tous les dirigeants européens sont liés, des plus faibles, des plus vulnérables, des pays les plus vulnérables jusqu'aux plus forts, et qui, si l'un trébuche, eh ben, il va entraîner tout le monde au final. Surtout, mais la zone euro est tellement jeune, elle est tellement imparfaite, elle est encore en construction. Donc c'est une crise d'adolescence importante en ce moment. Mais enfin, il faut quand même... Je pense que les eurosceptiques l'étaient hier, le sont toujours aujourd'hui, le sont demain. Mais si on veut... l'Europe ou l'union monétaire, c'est comme la démocratie. C'est des droits, mais c'est aussi des devoirs. Donc on est en train de construire quelque chose, on essaie de le faire le moins mal possible, personne n'est parfait, y compris Angela Merkel. Mais... On essaye de négocier. S'il y en a qui veulent renverser la table ou qui ne veulent pas jouer le jeu, eh bien, c'est compliqué. Mais je pense que c'est aussi une crise Oui, pour conclure, je reviens sur ma question. Ils ont tous le nez sur le guidon, mais la vision, quelle est-elle? C'est pas possible de gouverner sans vision pour une telle communauté. La vision, elle est d'abord à court terme. Je pense que la vision, elle n'est pas simplement de sauver la zone euro, parce que la zone euro, en effet, est jeune et fragile, mais elle est de sauver l'Union européenne elle-même. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'en fait, l'Union européenne est un château de cartes. Vous enlevez une carte, la Grèce, et le château s'écroule. Et donc, il faut s'interroger de savoir comment cette Union européenne a été construite. De mon point de vue, elle a été construite à l'envers, c'est-à-dire qu'elle aurait dû être construite sur les souverainetés, sur les peuples et cultures, avant d'être construite sur une économie aussi bancale. Et donc, je pense que le Syriza va peut-être amener à ce bénéfice, en tout cas dans ce grand débat qui n'a pas été posé dans l'Union européenne, de savoir si l'Union européenne ne devrait pas en urgence se réformer, pas seulement du point de vue économique, parce que du point de vue économique, il me semble qu'elle applique bien les règles de réalisme qui sont convenables dans une économie libérale, parce que c'est bien l'économie libérale dont on parle. Alors, il ne faut pas rêver, Tsipras ne peut pas être d'autre part que dans une économie libérale. En revanche, je pense que l'alerte grecque devrait immédiatement forcer les gouvernements de l'Union européenne à plus d'intégration. Un grand mal, en tout cas, à s'intéresser davantage au grand malaise des peuples. D'accord là-dessus. On va conclure avec la caricature d'Hervé Bré, puisque Christine Lagarde pense à ses vacances. J'ai des infos. Donc, apparemment, elle n'irait pas en Grèce. Elle devrait être la première à y aller, pourtant. Ben oui, mais moi, je lui conseille d'y aller en Tunisie. C'est un joli pays aussi. Deux choix, deux belles destinations. Allez, comme tous les mercredis, voici la revue de presse de vos hebdos. On va réagir ensemble, on va les découvrir. Avec Le Point, d'abord, et la voici. Eh bien, c'est une enquête sur le cerveau de l'État islamique. On va les voir également affichés sur le côté. Voilà, l'homme qui fait la guerre au monde, enquête sur le cerveau de l'État islamique, c'est Abou Bakr el-Baghdadi. C'est à découvrir dans votre hebdomadaire. Donc, la véritable histoire. Valeurs actuelles, pas très loin. Avec cette une, les fous d'Allah sont parmi nous. Yvan, une fois, je vais vous faire réagir. Enquête sur la 5e colonne djihadiste en France. Cette expression très polémique qui a été reprise ces derniers temps par le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a lui parlé d'une 5e colonne islamiste. Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Il y a une guerre de civilisation, il y a une 5e colonne, il y a des djihadistes, ils sont 15 000 en France, il y a un ennemi intérieur, ça a été dit d'ailleurs par le Premier ministre, il y a une guerre qui a été déclarée par l'islam radical, ça a été dit par le Premier ministre, et donc je me félicite qu'un Premier ministre de gauche, le surcroît, donc un peu plus en général frileux vis-à-vis des réalités, disent ces mots-là. Et la 5e colonne, ce parallèle avec la 5e colonne qui existait dans la guerre d'Espagne peut tout à fait être soutenu ici, dans la mesure où aujourd'hui vous avez des Français qui tuent d'autres Français et qui s'abritent ensuite dans l'indifférence, dans l'anonymat des banlieues. Non, mais je crois que... je fais un mea culpa, j'ai parlé de guerre froide, Guillaume a parlé des années 30, là on parle des années 30 quand on parle de 5e colonne. Il faudrait inventer les mots d'aujourd'hui pour parler des problèmes d'aujourd'hui, sans les nier. Effectivement, il y a un défi terroriste islamiste qui est important et face auquel l'Union fait la force et face auquel les pays européens doivent coopérer tous ensemble. Bien sûr. Alors, il y a l'Obs, Charlie, 6 mois
en enfer, ce sont les survivants qui racontent à lire ces poignants. Challenge avec l'euro, le grand saut dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est peut-être dimanche. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Muriel Motte, Yvan Rioufol, Yves Bertoncini et Guillaume Duval. Merci évidemment à mon complice Hervé Baudré. Merci Sonia. Bientôt les vacances? Bah oui, à très bientôt. Grèce-Tunisie? On verra. Peut-être les deux. Les deux, oui. Très bien. On arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les. On se retrouve demain avec plaisir. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.